Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va feuilleter quelque chose qui va sans doute vous plaire, c'est l'Océanide de Bel-Air de Daniel Grondin. On voit ça dans Cosmo Rayonné. Alors, lorsqu'on dit qu'on va feuilleter l'Océanide de Bel-Air, on va prendre le temps surtout de revoir, j'allais dire, un petit peu Daniel Grondin. Bonsoir Daniel Grondin. Bonsoir, je puis. Alors, on va juste regarder le livre, si vous pouvez me montrer je vais le présenter. Bien sûr, bien sûr. Merci. Donc voilà, l'Océanide de Bel-Air, juste vous montrer, bien sûr, vous allez reconnaître le phare, et il n'y en a qu'un à La Réunion, c'est le phare de Sainte-Suzanne, et surtout, je voulais montrer cette belle couverture. Cette belle couverture vraiment magnifique et, j'allais dire, une sylphide. Tout à fait, c'est une création de Micheline Lebon. D'ailleurs, je vais parler... Ce livre raconte un petit peu son parcours, Micheline Lebon, qui exposait beaucoup qui expose toujours au phare de Sainte-Suzanne. Voilà. On a eu quelque chose de formidable à La Réunion qui s'appelle le phare. C'est un petit musée. Et évidemment, on ne rend pas suffisamment visite à ce petit musée, mais qu'il y a beaucoup de choses qui nous parlent de l'histoire de La Réunion. Avant de continuer de parler de Micheline Lebon, de Joseph Daniel Grondin dans l'Océanide de Bel-Air et du phare de Sainte-Suzanne, je vais vous montrer cet ouvrage. Regardez la qualité de cette une. Pareil, encore une fois, c'est magnifique. Et c'est donc Alain Cansemi, donc c'est Fraternité. Donc c'est des révélations d'Azalée. On en parlera aussi dans une prochaine émission de l'auteur et de son ouvrage. Alors avant d'aller plus loin, on vient de rendre hommage à Micheline Lebon. Cet ouvrage, qu'est-ce que vous avez mis dedans ? Alors, cet ouvrage, qu'est-ce que j'ai mis dedans ? Mon ressenti. L'homme est fait de chair, de sang, d'intelligence, et il est fait également d'imagination. Et c'est le fruit de mon imagination. Lorsque j'étais petit, avec mon père, lorsque je passais sur la route de Sainte-Suzanne, avant d'arriver au phare, je parle sur l'ancienne route nationale, j'avais cette odeur de sucre qui émanait de l'usine proche, l'usine du Bois Rouge, et j'étais subjugué. Et plus je venais en 2 chevaux à l'époque, avec mon père, plus que j'arrivais sur Sainte-Suzanne, et je voyais tournoyer une lumière. Mais écoutez, pour le petit garçon que j'étais, et qui n'était pas habitué à ça, mon regard était tourné, et toute mon attention était pour rendre hommage à ce phare. C'est longtemps après que j'ai appris que c'était un phare pour guider les bateaux. Mais quand on a 8 ans, 9 ans, les bateaux... On va situer la date ? Oui. Oh mon Dieu, ce sont les années 58, 59, 60. Voilà. Donc j'étais encore... j'avais 7-8 ans. Alors, voilà. Le phare s'est éteint dans les années 70 ? C'est ça. C'est pour dire, encore une fois, et c'est vrai je ne sais pas combien de personnes sont montées en haut, je crois que j'ai eu le plaisir une fois d'y aller, et je peux vous assurer que on n'a pas une culture de la mer, on n'a pas une culture maritime. Tout à fait. Mais quand on est en haut de ce phare, on se sent marin. Oui, on est presque désorienté parce qu'il y a l'étendue formidable de cette mer, et puis cette étendue verte à nos pieds. Voilà. Et c'est un jour, en rencontrant Micheline, que j'ai dit, mais il y a quelque chose de fabuleux. Elle nous montrait ses peintures. Je dis, mais comment mes frères de La Réunion, mes frères et mes sœurs de La Réunion ne savent pas ces peintures, qui racontent même l'histoire et du phare, et de la mer, et de la région nord. Et je savais même pas qu'il y avait 2 étoques. Et ces 2 étoques sont un peu en 1848, ce qui a fait apparaître le phare.
jusqu'à Sainte-Suzanne. Et j'espère ne pas créer de tension d'un côté entre Saint-Paul et Sainte-Suzanne, mais je vais quand même poser la question. Sainte-Suzanne revendique d'être la première ville de la Réunion. En tout cas, certains Sainte-Suzanne le revendiquent. Et le fait que ce phare soit à Sainte-Suzanne montre bien que Sainte-Suzanne a été, juste après Saint-Paul, l'autre endroit où les bateaux aimaient aussi venir... Oui, les échanges entre les autres pays, la mère patrie, puisque nous étions encore en colonie, se faisait que par bateau, et il y avait effectivement des centaines de bateaux qui naviguaient dans les parages. Et c'était une façon, parce qu'il y a eu quand même il y a des bateaux qui ont échoué à proximité de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement de l'époque et le gouverneur de l'époque ont décidé d'édifier ce phare de Sainte-Suzanne. Alors, un des naufrages qui aujourd'hui encore intéresse les Réunionnais, parce qu'il y en a qui sont encore à la recherche de ce bateau, c'est ce bateau qui quittait la Bois-Rouge, là, avec le sucre, et qui est venu. Oui, tout à fait. Qui a coulé juste devant le phare, presque. Il n'y avait pas de port. Ouais. Le transport entre les bateaux, les navires, restaient au large, et c'était de petits bateaux qui faisaient donc la navette entre la terre et ces bateaux. Mais aujourd'hui, on ne s'aperçoit pas, mais il y a eu des centaines de personnes décédées dans cette mer de l'océan Indien. Oh, il y en a eu. Mais on n'en fait plus cas aujourd'hui. Non, parce que je crois que depuis, il y a un moment, d'abord parce que on a fait exprès de ne pas nous transmettre notre histoire. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le Réunionnais, c'est totalement, pour un grand nombre, totalement éloigné de son histoire. Il y a ça aussi, il y a deux faits. Aujourd'hui, arrivé à un certain âge, cette génération revient à ses racines. Et quelle a été notre histoire ? Ce phare, quand on le regarde, qu'est-ce qu'on voit ? On n'a pas vu les bateaux arriver, on l'a pas vu allumer. On admire le phare. Je pense que la plupart des Réunionnais est fiers de ce phare. Ça marque un moment d'histoire de la Réunion. Mais les liens avec ce phare, on ne les a pas développés. On ne sait pas combien de bateaux sont venus là. On ne sait pas comment ça fonctionnait. On ne nous a pas filmé pendant que ça marchait. On n'a pas filmé le phare pendant que ça marchait. Donc, il y a beaucoup de choses dont on s'est coupé. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a des gens pour venir nous raconter un petit peu comment ça se passait. Oui, alors, c'est sans prétention. Je veux dire que c'est une histoire qui a mélangé un peu la mythologie grecque marine, que j'ai étudié très peu lorsque j'étais à l'école, mais il y a des réminiscences, voilà, lorsqu'on prend de l'âge, et Micheline. Et puis je me suis dit, Micheline, c'était bien le nom de la locomotive du petit train qui passait juste dessous, sous le phare. Et je me suis dit, c'est sûrement une divinité qui est sortie de Grèce, de la mer Ionienne, sans doute, et qui est venue dans la zone sud de l'océan Indien. Ça a pris du temps, mais c'est Micheline, c'est tout son caractère. Alors, pour ceux qui veulent faire un petit lien, pensez à cette chanson de Benoît Boulard et de Maxime Lahope, Par la Micheline, maintenant a débarqué. Un soir de veillée mortuaire, la chanson. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point les artistes connaissent bien aussi l'histoire de la Réunion. Et c'est vrai, par la Micheline, maintenant elle a débarqué. Par le petit train. Mais j'ai mis du temps à comprendre. Oui. Mais lorsqu'on a 12 ans, on peut pas comprendre ça, c'est pas possible. C'est après. Après, on fait des comparaisons, on fait des substitutions, on fait des ajouts, et on se dit, mais il y a quelque chose de terrible. J'ai beaucoup appris du monde, et j'ai beaucoup appris dans mes études.
Mais de mon île, non. En revanche, plus que je prends de l'âge, c'est plus que je suis amoureux de mon île et de ses habitants. Il y a plein de choses qu'on nous a cachées. C'est toi qui le disais tout à l'heure. Mais nous avons tellement de choses à découvrir, tellement de petits secrets à mettre au jour, de mettre à notre connaissance aujourd'hui que, ben voilà, puisqu'on parle j'allais dire de transmission, là-dessus, je dois juste faire un clin d'œil à Narmine Ducap et à Michou, ne serait-ce que parce que le port, les années 70, ce port, comme dirait Daniel Vabois, la nuit, le petit commerce, il faut que ça y marche. Mais c'est vrai. Mais sinon, comment on aurait connu un petit peu la vie des dockers s'il n'y avait pas eu cette chanson de Narmine Ducap, Mademoiselle Paula? Et dans toutes les villes de La Réunion, là où se situaient les usines sucrières, le sucre était transporté dans ces petits ports qu'on appelait... On appelait comment? Tout simplement, il y a Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Saint-Benoît, ça s'appelle les... j'ai oublié le terme, mais ce sont des marines. Voilà, c'est les mêmes. Hein. Il y a la marine à Sainte-Suzanne, la marine à Sainte-Marie, la marine à Saint-Benoît, la marine à Saint-Joseph, la marine à Saint-Pierre. Enfin, partout il y avait des marines. Mais c'était pour permettre donc de transborder dans les grands bateaux, dans les grands navires, ce sucre, hein, et l'ensemble des marchandises qui arrivaient ou qui étaient apportées à ces bateaux. Donc, pour montrer encore une fois que l'Océanide de Bel-Air, qu'est-ce que le lecteur va encore trouver dans cet ouvrage? Je te remercie. L'Océanide. D'abord, juste quelques mots pour arriver à Océanide. Océan. Nous sommes bien en plein océan Indien. Océanide. Avec les Océanides, il y avait également les Néréides. Hein, dans la comment je dirais, dans les dieux de l'Olympe, hein, il y a eu Uranus qui était le ciel, et Gaïa, la terre. Donc c'est cette union entre Gaïa et Uranus qui ont donné les divers dieux, hein, les divers dieux grecs, Poséidon, Chronos, Rhea, Océanos, Thétis, etc., qui eux-mêmes donc ont donné, qui ont des filles, qui ont eu des filles et aussi des garçons. Leur histoire. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, ne serait-ce que pour la naissance de l'Europe. Oui, tout à fait. Comment Zeus s'est transformé en taureau pour enlever cette jeune femme et donner naissance à l'Europe. Tout à fait. Joseph Campbell, qui était un anthropologue, disait que les mythes sont des rêves publics. Les mythes, c'est M-Y-T-H-E. Je préfère. Les mythes sont des rêves publics, ouais. Et les rêves sont des mythes privés. Donc, nous-mêmes, nous faisons nos mythes. D'ailleurs, je suis sûr il nous arrive, et il arrive à l'ensemble des téléspectateurs, d'avoir des rêves. Et qui parfois se transforment parfois en cauchemars. Mais nous avons nous-mêmes nos propres rêves. Mais ces propres rêves sont des mythes, mais privés, qui nous appartiennent. Tandis que là, les mythes de la formation d'un pays, d'une communauté des hommes, ce sont des mythes publics. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'homme a toujours eu besoin de croire en quelque chose. Il a toujours eu besoin de croire. Toute société humaine, hein, repose sur une mythologie. Mais il faut pas se faire d'illusions. Un corps d'histoire sacrée ayant trait aux dieux, hein, et au cosmos. Je veux dire que c'est naturel. Dans aujourd'hui on appelle ça religion, mais dans toutes les croyances et dans toutes les civilisations, il y a eu la part du rêve et la part de la réalité.
L'introduction de cet ouvrage, l'Océanie de Belair au phare de Saint-Suzanne, commence ainsi. Le rapprochement de l'imaginaire et de la réalité peut nous sembler étrange, mais souvent nous sommes les témoins de faits qui nous dérangent ou qui nous ravissent. Tout imaginaire prend sa source au cœur de l'esprit, baignant dans le réel. La forme de toujours créer la confusion dans la contradiction, c'est ça? Oui, c'est... Peut-être, je n'ai pas la certitude, je n'ai pas la vérité philosophique de la question, mais ça me semble, Parce que quand on parle d'imaginaire, généralement, on imagine quelque chose qui nous fait du bien. On rêve qu'on va toucher qu'on va aller au-dessus de l'Olympe, voir Zeus, Héra, Athéna. Mais l'imaginaire, c'est aussi, j'allais dire, Vulcain. Bien sûr. Mais c'est le fruit de la terre, ouais. c'est le travail de la terre. Il y a le travail des hommes, il y a le travail de la terre, il y a le travail du ciel. Mais alors, nous mettons les noms que nous voulons. Ce sont des histoires sacrées. Des histoires sacrées, mais surtout quand on regarde l'histoire du monde, on ne peut pas séparer le bien du mal. Bien sûr. Et le mal du bien. Oui, ils sont intimement liés. Oui, c'est lié à la structure humaine. C'est lié donc aux valeurs de la société. Voilà. Parce que quand on regarde l'océan, la première chose qu'on pense, on regarde cette étendue bleue, cette immensité qui bouge, on a envie de partir dessus, on a envie de voler au-dessus. Très bien. Mais de temps en temps, il se met en colère. Oui. Je profite de l'occasion pour dire, faisons attention et gardons la beauté de cette mer. Lorsqu'on voit aujourd'hui les rapports, le rapport des différentes associations qui s'occupent, enfin des associations gouvernementales, et lorsqu'on voit l'état aujourd'hui de la mer, il y a de quoi à se poser des questions. Voilà. Donc c'est à nous de protéger cet univers. Oui, tout à fait. Mais parce que c'est à nous, non seulement c'est à nous de le protéger, mais parce que c'est à nous. Ça nous appartient et je vais répéter ce que j'ai dû dire cette semaine. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais nous empruntons la terre de nos enfants. Il faudra restituer à nos enfants, en meilleur état possible, cette terre. Oui, absolument. Et nous vivons des mythes, comme je viens de dire tout à l'heure. Mais c'est pas un gros mot, hein. C'est tout simplement une histoire ou bien personnelle ou bien collective. Voilà. Et nous habitons comme ces mythes nous habitent. Comme le mythe de Sisyphe. Oui, mon Dieu, mythe de Sisyphe. Je ne souhaite à personne, bien que inconsciemment, écoutez, nous montons sur le rocher, hein, et arrivé en haut, on pousse jusqu'à le rocher, jusqu'à un moment donné, écoute, ça retombe. Voilà. Et après, il faut le redescendre. Et il faut recommencer le travail. La question est là, c'est-à-dire que nous avons perdu cette capacité de regarder cette terre comme on doit la regarder, avec respect, avec affection et surtout avec protection. Pour regarder, il faut d'abord connaître. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Combien de Réunionnais ont-ils visité le phare de Sainte-Suzanne? Combien de Réunionnais connaissent véritablement le phare de Sainte-Suzanne? Ce n'est pas seulement une construction posée sur une petite colline sur le bord de la mer, hein. C'est pas seulement ça. Il y a aussi des hommes qui ont travaillé et qui ont vécu là. Juste pour la petite histoire, savez-vous que la première télévision à La Réunion, c'était une télévision qui existait durant la Seconde Guerre mondiale, c'était la seule. Et c'était posté dans le phare de Sainte-Suzanne. Qui servait en même temps d'antenne. Voilà, et l'ORTF, c'était là.
C'était l'antenne de l'ORTF. Et on a oublié ça. Et juste autour du phare, il y avait des bœufs qui étaient élevés, il y avait des cabris, il y avait des jardins. Enfin, il y avait tout ça. Mais on a oublié ça. On a oublié, effectivement. Voilà. On a oublié d'essayer de comprendre et de savoir quelles étaient nos racines et pourquoi aujourd'hui nous, on continue grâce à ce qui s'est passé avant. Oui, et il serait bien que ça devienne une option dans les écoles d'étudier l'histoire de la Réunion. Notre histoire. L'histoire de la Réunion. L'histoire de la Réunion. Et on aura déjà fait un grand pas. Alors, pour répondre à la question initiale, je dirais que, pour sauvegarder tout ça, encore faut-il savoir que ça existe. Et pour savoir que ça existe, c'est à nous adultes de dire à nos enfants, mais écoutez, ce monument porte une partie de l'histoire de la Réunion. Allons ouvrir l'esprit de nos enfants sur notre pays. Et je suis sûr que que vous êtes tous comme moi également, amoureux de la Réunion. Voilà. Merci Daniel Grondin pour toutes ces informations. Je rappelle donc l'Océanide de Bel-Air au phare de Sainte-Suzanne. Donc voilà, en tout cas c'est magnifique comme ouvrage. Merci pour cet échange. C'est moi. On va regarder l'autre épisode concernant Saint-Gilles et puis on se retrouve après. Ce ne sont pas les collines de Beverly Hills que nous apercevons. Nous arrivons à Saint-Gilles, quartier emblématique de Saint-Paul. Le nom, l'Ermitage, désigne un endroit solitaire, retiré, isolé, mais sa racine grecque Eremos signifie désert. Pour Saint-Gilles, la véritable richesse, les véritables atouts sont donc ailleurs. Au-dessus de la zone des savanes, c'est-à-dire à partir de 300 mètres d'altitude, que se situe la concession d'environ 250 hectares qui avait été attribuée à la veuve Duhal, la grand-mère maternelle d'un certain Henri Paulin Panon, l'époux de celle qui va devenir la célèbre Madame Desbassins. Ce qui a fait la fortune des Desbassins et la richesse de leur domaine, c'est d'abord les cultures commerciales comme le coton, surtout le café. Il y a eu aussi les cultures vivrières et notamment le maïs. Il y a eu enfin la canne et l'industrie sucrière. Ce qui a fait la richesse du domaine, ce fut aussi sa nombreuse main-d'œuvre, constituée d'abord par des esclaves qui étaient surtout d'origine africaine et malgache, puis par les travailleurs engagés qui étaient surtout d'origine indienne. Ces travailleurs engagés ont connu les mêmes conditions de vie que les esclaves qu'ils ont remplacés après 1848. Lorsque les Desbassins deviennent par héritage les propriétaires d'une partie de cette concession, ils l'agrandissent et en font un domaine sucrier parmi les plus riches de tout Saint-Paul. Mais le maintien du domaine dans la même famille tout au long de son histoire a été favorable à la préservation de certains bâtiments, vestiges, certains objets qui avaient un intérêt matériel, sentimental ou spirituel pour ses propriétaires. Ainsi, en 1960, lorsque le domaine passe entre d'autres mains, le cœur économique de ce domaine est relativement bien conservé. C'est la localité de Villèle elle-même qui est en quelque sorte un véritable musée à ciel ouvert. Jehan de Villèle s'est intéressé à l'histoire de sa famille. Il a également peint un arbre généalogique sur le mur du musée de Villèle, qui est également la maison de sa famille, de ses ancêtres et de Madame Desbassins. Oui, cette généalogie, je l'ai faite, ça devait être en 78, à peu près, 78 ou 80, je ne me souviens plus trop, à la demande de Madame Greffet-Candide, qui était le conservateur du musée à cette époque-là. Mais le musée lui-même a été inauguré
à l'époque où c'était M. Vaquiez qui était le conservateur, et on avait fait coïncider l'inauguration du musée avec la venue de M. Giscard d'Estaing et de son épouse. Ça devait être en 1975 à peu près, parce que la maison de ma famille a été vendue, enfin a été donnée par M. Émile Hugo, qui était le PDG des sucreries de Bourbon, et qui a donné ça au département pour en faire un musée historique, bien que l'architecture de la maison ne soit pas typiquement créole, puisqu'elle a été inspirée de l'architecture qui existait à Pondichéry. Ce sont les colons de Pondichéry qui construisaient de cette manière, n'est-ce pas? Et c'est c'est Julien Gonod-Montbrun, le père de Madame Desbassins, qui a construit cette maison, ainsi que celle de la maison de Saint-Charles, qui est devenu ensuite le collège franco-chinois à Saint-Paul. Julien Gonod, c'est le père de Madame Desbassins, c'est lui qui a donné des conseils à sa fille, comment gérer la propriété. Et il a affranchi beaucoup de ses esclaves avant de mourir. Le site est aujourd'hui l'un des plus visités de la Réunion. Depuis la fin des années 1970, ce volet culturel est venu compléter, diversifier l'offre touristique de la région de Saint-Gilles. En 1824, Charles Desbassins construit dans la savane saint-gilloise un chemin pour le transport du sucre produit à l'usine de sa mère à Saint-Gilles-les-Hauts jusqu'au mouillage de Saint-Gilles-les-Bas. De là, la marchandise est acheminée par mer jusqu'à Saint-Paul pour être expédiée en France. Cette voie de liaison à travers la savane, c'est le fameux chemin carrosse. Ce chemin s'appelle ainsi, non pas parce qu'il était carrossable, mais parce qu'il est voisin d'un affluent de la ravine Saint-Gilles appelé le fond Carrosse. Le mot carrosse était utilisé autrefois pour désigner les tortues géantes, très nombreuses alors, et qui remontaient le lit asséché des cours d'eau. Ces voyageurs avaient sans doute remarqué aussi que, vus d'en haut, avec la forme et les dessins de leur carapace, d'où dépassaient 4 pieds et un long cou, que ces tortues faisaient penser aux carrosses apparus en Europe au Moyen-Âge. L'ancien chemin carrosse, s'il était aménagé en sentier patrimonial, ferait un excellent trait d'union entre ces deux pôles touristiques majeurs de la région saint-gilloise. À l'époque de Madame Desbassins, quand on disait Saint-Gilles, c'est de Saint-Gilles-les-Hauts qu'il s'agissait, et on n'avait pas besoin de le préciser. La mer, la plage, le soleil ont fait la fortune touristique des bas de Saint-Gilles. À Villèle, c'est le tourisme culturel qui prend tout son sens. J'ai retrouvé chemin carrosse. Il serpente à travers les collines. Il est bordé de magnifiques chocas. À Moulin-Cader, ces chocas sont l'ornement de Saint-Gilles. Bonjour madame, vous êtes de Saint-Gilles? Bonjour, non, je ne suis pas de Saint-Gilles, mais quand je descends sur Saint-Gilles, j'aime bien venir me consacrer un petit peu à la Sainte Vierge, prier pour conversion des pécheurs. Et comme la Vierge elle est bien située, c'est pour la protection des bateaux, des pêcheurs. Et donc, il y a une belle vue aussi, et c'est pour ça que je viens prier. Si je comprends bien, ce sont les pêcheurs au sens propre et au sens figuré. Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis cette Vierge-là, pour les pêcheurs et pour en même temps convertir les cœurs des pêcheurs. Il y avait la marine que Madame Desbassins a fait construire, qui se trouve tout près de l'église actuelle de Saint-Gilles-les-Bains. Cette marine a été donnée au diocèse
par Henri-Frédéric de Villèle. Et c'est son petit-fils, Frédéric, qui a fait agrandir cette ancienne marine, n'est-ce pas, pour qu'elle devienne la paroisse de Saint-Gilles-les-Bains. C'est maintenant devenu, disons, la maison des œuvres, n'est-ce pas, ça sert d'endroit où l'on enseigne le catéchisme. Mais pendant longtemps, c'était devenu l'église paroissiale de Saint-Gilles. Pouvez-vous nous parler de l'origine de la création des Roches Noires à Saint-Gilles-les-Bains? Oui, alors les Roches Noires, on l'a appelé les Roches Noires, c'est parce que c'est Madame des Bassins qui est à l'origine de cette espèce de port qu'elle avait voulu faire. Elle avait fait 2 jetées autour de cette passe, parce que c'est une passe. Moi, j'ai connu l'époque où personne ne pouvait se baigner dans la passe, parce qu'il y avait toujours des courants qui entraînaient les imprudents. Et alors, donc, Madame des Bassins avait voulu faire 2 jetées, puisque les bateaux venaient s'approcher du rivage. Et alors, les gens ont appelé ça les Roches Noires, puisque ces pierres étaient noires, n'est-ce pas? Voilà l'origine des Roches Noires. Et alors, Monseigneur de Langavant a fait construire l'église actuelle de Saint-Gilles-les-Bains. Ouais. C'est Notre-Dame de la Paix. C'était un vœu qu'il avait formulé pour que la paix revienne en France. Apparemment, la première église de Saint-Gilles, c'est la chapelle Pointue, parce que la première pierre a été posée en 1841. Elle a été consacrée sous le nom de Notre-Dame de Saint-Gilles. Donc, forcément, ça doit être la première. Moi, j'habite pas trop loin de la chapelle Pointue, j'habite à Saint-Gilles-les-Hauts. Ouais. Et mon mari, il cuisine très bien au feu de bois les poissons. Donc, je peux très bien vous inviter à goûter un petit carré de poisson. Pourquoi pas. Bonjour, on est de vieux amis maintenant. Ah oui, oui. Je vous présente mon mari, Bernard. Enchanté. Ouais. Alors, c'est ici que ça se passe? Non, pas du tout. C'est dehors que ça se passe. Ah, très bien. Eh bien, allons-y. Allons-y. Le fameux combava avec sa peau granuleuse, les tomates pleines de soleil, le safran pour la couleur, du thym. Et ben voilà, ça va être tout ce qu'on a. Et normalement, on pourrait mettre un petit peu de piment, ceux qui aiment le piment. Petit piment vert, le petit piment de la Réunion là. C'est ça le mieux quoi, avoir le goût du piment dans la bouche. Et ben, on va commencer maintenant. Hein. On a 2 sortes là, hein. On a le gingembre pays et le gingembre mangue. Du sel. Tu dis, il faut pas tourner la marmite. L'huile coule pas vite, hein. C'est pas parce qu'ils mettent beaucoup, hein. C'est l'huile qui coule pas vite. Hein. Le bruit de la marmite, on n'y échappe pas. Hein. Bon, on rajoute toutes les épices pilées là, que tu as pilées. On rajoute les tomates, la petite branche de thym et le safran. Doucement. Il est beau, hein. C'est joli. C'est comme une peinture, on dirait un tableau. C'est vrai. Peut-être enlever les branches de thym, hein. Bon, bah maintenant, il me reste à vous remercier pour ce plat extraordinaire que nous allons goûter d'ailleurs. Et donc, un grand merci. Voilà, il faudrait que la prochaine fois que tu arrives à le faire parce que c'est juste un métier, c'est un beau métier. Voilà. Et ben voilà. Bon, maintenant on va goûter. Allez, on va goûter maintenant. Mon oncle Frédéric a acheté la propriété Bruniquel, qui faisait plusieurs hectares et qui allait donc, disons, de la Saline à la fin, au début de Saint-Gilles-les-Bains. Et il a transformé l'usine en distillerie. On fabriquait du rhum qu'on appelle maintenant le rhum agricole, c'est-à-dire qu'on distillait le
le jus de canne fermenté. Au lieu de passer par la mélasse, n'est-ce pas, on distillait le jus de canne, et qui donnait un rhum qui était très, très bon, très, très agréable, n'est-ce pas. Et ce rhum, il s'appelait le rhum de Bonnier. On l'appelait le rhum de Filao, puisque l'usine s'appelait l'usine de Filao. C'est original, ça, rhum de Filao. Ouais, oui. Alors, chez mes cousins, ils avaient gardé pas mal de bouteilles de ce rhum qui avait à peu près 30 ans d'âge. Et c'était un rhum un peu vert d'eau, n'est-ce pas? Mais il était très apprécié. On nous donnait de tout petits verres. Un rhum qui s'appelle le Filo, c'est pas très courant. Oui, exactement. Oui. On l'appelait ça le rhum de Filo.